Nous voilà une semaine après le premier enregistrement décalé parce que Evan ne pouvait pas parler. Voilà, il était complètement aphone. Le revoici avec sa voix. Ça, c'est mieux. Ça va aller aujourd'hui. Là, ça va aller beaucoup mieux aujourd'hui. Ok. Tu vois, Ouais. plus agréable. Evan, Testa, on va parler d'un truc aujourd'hui qui me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On va parler de communauté d'investissement. Pourquoi ça me plaît ? Parce qu'on est vraiment, je pense, on va expliquer pourquoi, mais dans un format assez méritocrate dans le communautaire et l'investissement. Souvent dans l'investissement, celui qui a l'argent a le pouvoir, on est d'accord ? Très souvent. Une forme de pouvoir. Mais tu verras que justement, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Alors que quand on a une bonne communauté et qu'on est smart, il y a un moment où celui qui a le pouvoir devient celui qui a les opportunités. Et je crois que avec Roundtable notamment, ou avec d'autres, ou à l'arrache tout seul, mais il fallait être quand même beaucoup plus démerdard et puis connaisseur avant. On peut aujourd'hui, pas facilement, j'allais dire assez facilement, mais plus facilement, réussir à percer dans l'investissement en étant un peu Huggy les bons tuyaux, en ayant les bonnes opportunités, que ce soit dans la finance, dans l'investissement en start-up, dans l'immobilier, dans les chevaux, dans l'art, dans, je sais pas moi, pourquoi pas, tu vois, de la brocante, enfin plein d'univers où il y a des choses rares et où on a de la connaissance, du réseau, de l'expertise, de l'entre-gens et éventuellement un peu de créativité. T'es d'accord avec moi ? Je suis tout à fait d'accord. Et comme tu le disais, ce qui est important, c'est l'accès aux opportunités et la connaissance pour trouver aussi les bonnes opportunités. Parce que c'est un peu le problème des marchés privés, c'est l'accès à l'information. Et c'est quand même un des points auxquels il faut vraiment bien faire attention. Mais on en parlera, je pense, en long, en large et en longueur durant l'épisode. Donc dans cet épisode, mon idée, c'est de voir avec toi comment on peut lancer sa communauté d'investissement, comment on peut faire du groupe deal, du club deal, des choses comme ça, en évitant aussi tous les écueils des clubs deal qui vont potentiellement un peu trop loin, ou en ayant aussi du skin in the game. Comment on doit choisir ces clubs deal, ceux dans lesquels on va ou ceux dans lesquels on va pas. Vraiment avoir quelque chose de très pertinent sur le club d'investissement. Ça te va comme épisode ? Ça me va très bien. Alors pourquoi est-ce que tu es legit, cher Evan, pour un épisode sur les communautés d'investissement ? Alors legit, moi je suis, on va vraiment revenir là-dessus. Moi, ce qui me fait, moi je suis du coup le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Roundtable. Et nous, tout le but de Roundtable, c'est justement de structurer des investissements dans les marchés privés. Les marchés privés justement au sens large, donc dans tout ce qui est tech, dans le venture, dans le private equity, dans le real estate. Après, tu peux aller dans des éléments un peu plus niches, comme tu disais, vers les chevaux de course et autres, tout ce qui est plus spéculatif. Mais ça, pareil, on y reviendra. Et donc, nous, juste pour te dire un petit peu, avec Roundtable, on vient justement aider des communautés d'investisseurs à se structurer d'un point de vue administrato-légal, j'allais dire. Hein, c'est vraiment cette dimension-là. C'est parce qu'aujourd'hui, et encore une fois, je pense qu'on en parlera bien, c'est, tu le disais bien, il faut faire attention aux écueils. D'accord ? Parce que se lancer, si on dit un peu à l'arrache dans l'investissement, c'est un sujet qui est compliqué. D'accord ? Donc, il faut quand même y faire attention. Nous, on vient justement pouvoir donner des éléments et les outils pour pouvoir, j'allais dire un peu tout à chacun, de créer sa communauté d'investissement en faisant attention aux do's and don'ts les plus importants. Ok. Mini disclaimer, je suis investisseur de Roundtable. Alors, c'est pas parce que je suis investisseur de Roundtable que je t'invite, c'est parce que je t'invite que je suis investisseur de Roundtable. Je sais pas si ça fonctionne dans ce sens-là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé, puis ça fait quand même un bout de temps que je suis rentré. Si ça avait été le cas, je l'aurais fait directement. Et la raison pour laquelle je suis rentré dans Roundtable, c'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure. Vous avez des concurrents en France En France, enfin, sur la partie vraiment structuration de l'investissement, pas tant que ça, d'accord. Ça va plutôt, nous, on a vraiment un play européen, d'accord. Okay. Et donc après, au niveau européen, si je peux te donner un exemple qui te parlera pas mal, c'est celui qui a été assez précurseur sur ces sujets-là, c'est Angelist aux États-Unis. Angelist, ouais, très bien. Exactement. Naval Ravikant. Non ? Comment ? C'est Naval Ravikant. C'est Naval, exactement. Et donc ça a vraiment explosé et ça a vraiment permis toute l'explosion aussi de l'investissement, surtout dans la tech à l'époque. Et donc de voir aujourd'hui qu'on arrive à pouvoir amener ça en Europe, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé Roundtable avec Julien et Simon.
J'ai pas vérifié combien j'avais mis dans Roundtable, mais je crois que j'aurais même aimé mettre plus à l'époque, mais que j'avais juste un investissement un peu limité. En tout cas, je suis très content. Et la raison pour laquelle je suis rentré aussi, pour laquelle je suis content de t'avoir aujourd'hui, ce que je te disais, c'est que moi, cette petite frustration que j'avais quand j'étais plus jeune, au début de ma carrière, c'est que, en effet, j'avais quelques centaines, quelques milliers d'euros à investir en bourse que je gagnais à la sueur de mon front, qui ne tombait pas du ciel ou de mes parents. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir très peu d'impact. Tu vois, le truc... Et je ne pouvais pas me lancer dans l'immobilier, je pouvais pas vraiment... J'avais fait de la bourse, mais encore une fois, je jouais avec un portefeuille qui devait être au total, au bout de quelques années, de 5-10 000 euros. Et je mettais tout très vite dans mes boîtes, donc j'ai jamais eu de cash. Et après, j'ai pu quand même me lancer un peu dans l'immobilier, mais plus vers mes 30 ans. Mais j'aurais aimé le faire plus tôt. Il y a un truc qui m'avait motivé à l'époque, c'est que j'avais acheté un cheval avec des potes, sur lequel j'ai pas gagné d'argent, mais pas perdu d'argent. On en a gagné en valeur faciale, ça t'apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait dû payer un cheval 10 000 euros à une dizaine de personnes. Je pense qu'à un moment, ça valait 100, 150 000 euros. On en avait 3, on avait une petite écurie, etc. On se payait des week-ends, des gros dîners, des choses comme ça. Et puis à la fin, il n'y en avait plus qu'un. Et puis, univers compliqué, on s'est remboursé, je crois, l'argent qu'on a investi. Donc, je n'ai pas perdu d'argent. On s'est fait des dîners, des week-ends avec mes potes. C'était cool. Mais j'ai adoré bosser en meute. Et je rêvais de faire ça dans l'immobilier. Je me disais, si j'avais fait ça, t'imagines, entre 2002 et 2010, à te dire, allez, à 4-5, moi je suis lead, et puis on achète, je dis une connerie, un appart par an, en grossissant un peu, on aurait fait un sacré paquet de pognon, quoi. Oui, et ça, c'est vrai que là-dessus, et comme je dis, hein, je trouve que c'est bien que tu le mettes dès le début aussi, faut faire attention aux investissements, parce que faut pas toujours se dire que c'est ça qui va nous ramener... des multiples fois 1000 qu'on peut aussi toujours entendre les belles success stories. Il y a aussi des investissements qui marchent un petit peu moins bien, mais en étant à plusieurs, justement, c'est là où en fait il y a la force d'analyse et d'accès dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir justement accéder à plus d'opportunités. Parce que le problème des marchés privés, hein, je le répète juste quand même, contrairement à des marchés publics où tout est en libre accès. Juste, j'ai voulu reprendre ça, voilà. Pardon, parce qu'on dit marché public en français, marché public, c'est les marchés, tu vois ce que je veux dire Non. Les marchés, parce que tu appelles un marché public en français, souvent, c'est le marché du gouvernement donc, voilà, private, public, donc la cotation en français, un marché public versus privé, c'est que vous êtes coté en bourse ou pas coté en bourse. Exactement. Donc, en anglais, on dit une introduction en bourse, IPO, et on devient public. On ne devient pas une entreprise publique pour autant, on devient une entreprise cotée. Voilà. Donc, dans les entreprises privées, le private equity notamment, tu voulais dire quoi, pardon ? Donc, justement, hein, donc, tout ce qui est non coté, aujourd'hui, hein, on a vu quand même depuis plusieurs années un shift un peu de la création de valeur des marchés cotés vers les marchés non cotés. Hein. Moi, j'aime bien souvent donner cet exemple-là de quand Amazon s'est lancé et qui a fait son IPO, donc son entrée en bourse. C'était après quelques années, c'était 3-4 ans, la valorisation, c'était quelques centaines de millions d'euros uniquement. Aujourd'hui, on a vraiment de nombreuses entreprises qui, justement, elles restent des dizaines d'années, en étant non cotées, et elles ont des valorisations en milliards d'euros. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, ce shift d'aller vers le marché non coté, on le voit arriver. Mais le problème des marchés non cotés, c'est que, justement, on a un souci d'accès à des opportunités intéressantes. Et le deuxième point, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la connaissance. Parce que on va en voir plein, mais le problème, c'est qu'il y en a plein, malheureusement, qui vont potentiellement être des scams, qui vont potentiellement être juste des opportunités qui ne sont pas si bonnes que ça. Et donc, comme tu disais, d'être à plusieurs, l'approche communautaire, où on vient s'entourer avec des personnes qui sont, qui ont des accès, et deux, qui ont des connaissances, ça permet vraiment, justement, de mutualiser la connaissance de plusieurs personnes. Alors, on reprend tout ça et on écoute bien ce que dit Evan. Avec des pincettes. Les marchés cotés, ils sont régulés, alors marchés non cotés de plus en plus régulés, hein, mais notamment par l'autorité des marchés financiers. Il y a des bourses, Euronext, New York Stock Exchange, Nasdaq. Donc voilà. Et dans ces bourses, on a des obligations. De la transparence, de la communication par trimestre, par année, etc. etc. Beaucoup de ces choses-là qu'on n'a pas nécessairement dans les marchés non cotés. Donc tout ce dont on va parler aujourd'hui, étant non coté, fait qu'il y a des parties opaques. Et ces parties opaques, il faut être certain de soit connaître, comprendre,
soit être accompagné, mais sinon, en effet, il y a des risques un peu plus importants que d'acheter des actions Renault en bourse, parce que tout ça est beaucoup plus régulé, contrôlé, et puis il y a un playbook, si je puis dire, qui existe depuis maintenant très longtemps. Oui, tu le dis très bien, c'est vraiment la grande différence entre le côté et le non-côté, c'est l'accès à l'information. Et le besoin de partager cette information. Et quand tu donnais l'exemple tout à l'heure de l'achat du cheval que tu avais fait, si tu as quelqu'un qui ne connaît pas, comment évaluer un cheval ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées qui font que ce cheval que tu auras payé un certain montant vaut peut-être beaucoup moins pour plein de raisons, parce que tu n'avais pas eu accès à l'information et le vendeur ne te les partage pas. Et comme justement dans le non-côté, alors quand tu disais qu'il y a régulé, non régulé, le non-côté est aussi très régulé, justement pour pousser un certain nombre et surtout pour protéger les investisseurs d'une façon plus importante. Mais donc, l'information clé dans le non-côté, ça va être justement cet accès à l'information. Et donc, l'approche communautaire va pouvoir, comme je te disais, trouver l'information, l'analyser, et surtout qu'à plusieurs, on va pouvoir poser les bonnes questions et regarder les bonnes choses. Voilà. Et donc, c'est vraiment là-dedans où aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus donner ces outils-là à n'importe qui, l'investissement dans les marchés non-cotés, c'est parce que c'est quelque chose qui est malgré tout compliqué. Et donc, la confiance des personnes avec lesquelles on s'entoure, moi, c'est pour ça que je pousse vraiment aussi l'approche où c'est des communautés privées avec des cercles restreints d'investisseurs où on est sûr du niveau de connaissance et d'excellence de chacun. Et après, c'est la force communautaire où chacun peut apporter une expertise donnée. Et la confiance mutuelle, tu dis le niveau de connaissance et d'excellence de chacun, mais en fait, aussi accepter, quand je parle de confiance, c'est dire, moi j'ai fait des investissements en meute dans lesquels j'étais soit follower, soit lead, sur lesquels on s'est planté. Mais c'est OK, ça fait partie, on l'a expliqué avant, on a pris des risques, on a perdu. Par moment, tu as pris des risques, on a fait beaucoup, sur lesquels on a fait aussi, sur lesquels on a gagné, certains beaucoup. Mais il faut juste accepter les règles du jeu. J'aime bien donner toujours ces chiffres, c'est justement, surtout dans mon côté, et surtout sur la partie tech, c'est l'approche du Pareto, où c'est vraiment... On a 80% des investissements qui ne vont pas réussir, mais c'est justement sur les quelques investissements qui réussissent qu'on arrive à faire des beaux multiples. Et donc, c'est aussi, et on taclera peut-être un peu plus séparément, mais c'est le besoin de diversification. Il faut vraiment éviter de se dire je veux être totalement all-in sur un seul. Il y a des stratégies comme ça, où des gens... parce qu'il y a beaucoup de belles success stories autour de ça. Mais c'est là où vraiment aussi avoir de la diversification est quelque chose d'important pour pouvoir justement, on est dans des marchés non cotés où le risque est important, avec des rendements potentiellement très importants, mais l'un va avec l'autre. Oui, c'est ça, des rendements qui peuvent aller du x10, x20, x100, voire plus, donc potentiellement assez rapidement. On va rentrer de plein pied dans cette approche pour lancer sa communauté d'investissement. Je rebondis sur ton dernier point avant d'y aller, qui est quand même très intéressant, c'est que ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ce qui pour beaucoup est la base, pas toujours comme tu l'as dit. Par moment, quand on rentre dans le non-coté, c'est pas possible. Parce qu'en fait, dans le non-coté, vous allez voir que dès que vous rentrez, on va vous donner des minimums. Certaines startups, selon certains tours de table, on va te dire minimum 5 000. Ça, c'est vraiment tout petit en seed ou love money. Minimum 10 000, 20 000, 50 000 quand tu arrives en seed ou en série A. Et après, rapidement, c'est 100 000, 500 000 en private equity sur des gros deals. Tu vas arriver potentiellement, là, moi, tu vois, on me proposait des choses la semaine dernière, un minimum 500 000, 1 million. Donc, avec une communauté ou en créant tout ça, si tu te mets d'accord avec la personne qui te propose l'opportunité, tu peux dire, OK, moi, 100 000, 500 000, 1 million, il n'y a pas de problème. En revanche, je ne viens pas tout seul. Et je vais fractionner tout ça. C'est aussi ce que permettent les communautés d'investissement. Alors, comment on se lance là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les bases? Est-ce qu'on peut faire ça déjà dans tout? Est-ce que, tu vois, parce qu'il y a des univers où c'était déjà assez normé, je sais pas moi, la SCI ou l'achat d'immobilier, c'est pas si simple. Puis je peux pas communiquer n'importe comment. C'est quoi la base de la communauté d'investissement? Oui, alors ça, c'est vraiment le bon point. Et je reviens juste sur ton point que tu as annoncé avant, sur justement les problèmes en capitaux. Le non-coté, contrairement à la bourse où c'est ultra fractionné, on va pouvoir rentrer avec quelques euros. Le non-coté, comme tu disais, il y a souvent des minimums, et des minimums importants. Et c'est là où c'est la force de la communauté, en plus de l'accès et de l'expertise pour pouvoir trouver les bons deals, c'est le fait de pouvoir pooler du capital ensemble. Et c'est ça qui fait la force des communautés dans le non-coté, et qui nous permet justement d'accéder à des opportunités de plus en plus, j'allais dire, inaccessibles. Moi, j'aime bien, même, on parlait là en seed, pré-seed de 5-10 000.
j'aime bien dire aussi parfois des fonds de private equity pour être LP, donc limited partner ou investisseur d'un fonds de private equity qui font des rendements souvent comme assez intéressants, même pendant des périodes assez creuses. Parfois, le ticket minimum est, comme tu disais, 1 million, 2 millions, 5 millions. Et c'est vrai que c'est là où c'est vraiment important que plusieurs personnes parfois puissent se retrouver ensemble pour pouvoir investir dans ces marchés-là. C'est ça, Fred Stollard de Altaroc, quand il vient et qui me dit nous on retailise ou nous on est accessible dans ces métiers-là, il te dit être accessible c'est 100 ou 200 000 euros. C'est quoi. ça, exactement. Mais parce qu'à la base c'était 5 millions et donc quand on le descend à 100 000, on a divisé par 50. Ouais, donc quand on parlait d'un... C'est pour Madame Michu. Alors non, pas forcément. Parce alors c'est pas Madame Michu, exactement. Mais non, mais c'est vrai que il y a Madame Michu qui a gagné au loto, mais Mais voilà, et donc c'est toujours aussi des éléments, mais c'est vrai que tu vois, on vient quand même casser les minimums d'investissement et c'est ça qui fait la force. Alors, si on veut se lancer dans la communauté, ce qui est déjà important, c'est de savoir dans quoi on veut investir et savoir comment on va vouloir y aller. Alors, quand tu dis est-ce qu'on peut tout faire dans les marchés de mon côté, oui, d'une manière ou d'une autre, ça va être plus ou moins complexe parce que dès que tu achètes, là où j'aime bien faire la distinction, c'est est-ce que tu achètes des biens, j'allais dire physiques, dans lesquels il va falloir, comme tu parlais tout à l'heure de ton cheval, d'une œuvre d'art, il va falloir avoir des sociétés opérationnelles qui vont gérer le quotidien, parce que c'est vrai que malheureusement, là, on vient dans une complexité plus importante parce qu'il y a de la gestion quotidienne de ces investissements qui sont physiques, d'accord ? Mais si on simplifie, j'allais dire, en allant sur des actifs qui sont non physiques, type l'investissement dans le private equity ou dans la tech, qui revient... Donc, j'investis dans une autre entreprise. C'est pas physique, c'est du papier. Exactement. Tu achètes des actions. Tu achètes des actions ou des obligations d'une autre entreprise. Donc, j'ai pas forcément besoin de gestion derrière, en fait. La gestion, elle est faite naturellement par l'entrepreneur, d'accord, ou par le gestionnaire de l'entreprise. Si vous venez à 10 personnes acheter un cheval, à la fin, il fallait bien quand même que le cheval, il aille dans une écurie. Il y a tout ça qu'il fallait être géré. Donc, ça, c'est pour ça qu'après, il y a des super entreprises. Moi, j'aime bien... nommer celle de François Carbone sur l'art, par exemple, qui s'occupe justement aussi de ça pour acheter l'œuvre en tant que telle, même si toi, tu es détenteur d'une partie de l'œuvre d'art, tu as besoin de quelqu'un qui va voir... Qui s'appelle comment déjà ? François Carbone, qui s'appelle... c'est Matisse, je crois. Matisse, oui, d'accord. Ouais, très bien. Ouais, en effet, pour acheter de l'art en fractionné. Ouais. Exactement. Voilà. Et donc, si je te parle un petit peu plutôt sur le private equity, enfin, pour simplifier vraiment, on enlève cette question de gouvernance et de gestion au quotidien. Après, tu peux vraiment aller acheter à plusieurs. Tu trouves une opportunité dans laquelle tu peux investir. D'accord ? Donc, c'est là où il faut quelqu'un qui puisse avoir les accès aux fondateurs ou aux gérants d'entreprise au moment où ces personnes vont avoir un besoin en financement. D'accord ? Et après, il faut savoir s'entourer parce que dans ton groupe, dans ta communauté, il va falloir quelqu'un qui comprend bien la partie financière. D'accord ? Donc, c'est pour ça où je trouve que dans la communauté que tu vas venir créer, ça va être important, soit toi, soit une personne avec qui tu vas venir t'associer, et bien cette vision aussi financière pour pouvoir analyser et poser les bonnes questions. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je vais déconseiller. C'est des gens qui veulent se lancer en communauté dans l'investissement sans comprendre l'approche financière. D'accord ? Parce que ça peut avoir des implications assez importantes. Mais tu vois, cette éducation peut venir justement en étant en communauté. Il y a des gens qui vont avoir une bonne approche financière, mais beaucoup moins d'accès, parce que c'est pas leur rôle. Il y a des gens qui vont... Et donc, c'est là-dedans où je pense que, tu vois, si tu fais... Moi, les communautés, j'aime bien dire qu'il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est être très clair sur la thèse d'investissement que tu as envie d'avoir. Et donc, savoir dans quoi tu as envie d'investir. Et il ne faut pas se dire qu'on veut investir sur tout de suite parce qu'on ne peut pas être bon partout. Enfin, sauf sinon, je ne te croirais pas. Tu vas être très bon sur une verticale donnée. D'accord ? Donc, c'est vraiment être clair sur la thèse d'investissement. Et je pourrais te revenir et te donner plein d'exemples là-dedans de belles communautés qu'on voit. La deuxième, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qui va trouver les deals, qui va analyser les deals et comment on va faire en sorte que chacun vient investir dans le deal en donné. Parce que, encore une fois, si c'est quelqu'un qui l'analyse et qui vient le proposer à une population large, c'est des choses qui sont aussi fortement encadrées. Hein. C'est régulé de venir de faire du conseil en investissement. Si tu viens proposer à n'importe qui en disant « moi j'ai ce bel accès, viens investir avec moi », ça c'est aussi fortement encadré. D'accord ? Donc c'est là où si tu le fais en cercle restreint, c'est des gens qui te font confiance, qui prennent la décision de te suivre, mais c'est pas toi qui viens le pousser. D'accord ? Donc ça c'est la gouvernance et après c'est l'animation de la communauté. D'accord ? Ça, c'est la 3e dimension importante quand tu viens développer une communauté d'investissement. C'est de savoir comment, justement, tu vas venir éduquer à plusieurs et comment tu vas prendre l'expertise de chacun pour pouvoir sélectionner les bons deals. D'accord ? Okay. Après, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, sinon tout le monde serait riche. Mais au moins, à plusieurs, on va pouvoir déjà limiter la casse, j'allais dire. Alors, dans quels univers on se lance là-dessus, pour être clair, chez Roundtable ailleurs, quels sont les plus moi j'ai mes biais en fait, très start-up et IMO, mais dans quoi d'autre on crée des communautés ?
Alors aujourd'hui, nous au sein de Roundtable, on a surtout commencé par la partie tech. On va beaucoup aussi vers le private equity, donc des entreprises plus matures, type PME, d'accord. Okay. On a aussi beaucoup de dettes privées qui font un grand retour en ce moment en fonction de l'equity. Et bien sûr, l'immobilier. On reste vraiment aujourd'hui surtout sur des assets, j'allais dire, assez tangibles, sur lesquels on peut faire vraiment des valorations. Nous, aujourd'hui, on fait moins d'assets plus spéculatifs. Ouais. Aujourd'hui, on les a plus mis de côté, on verra plus tard, mais tout ce qui est justement voitures de course, chevaux ou autres, on a des demandes, on a même des vignobles. On a eu une demande d'une communauté qui voulait acheter des vignobles. Mais encore une fois, ça là-dessus, on les accompagne parce que on a des anciens vignerons, ils savent très bien le coût d'une terre et ils se disent maintenant, on va venir l'acheter parce que c'est là où il y a une opportunité assez intéressante. Ok, alors si je reprends un peu le principe tel que je le comprends, parce que moi je l'ai fait par le passé et honnêtement ça a pu être un cauchemar à créer. L'idée c'est de dire que souvent quand tu fais un investissement en club, en communauté, tu vas créer une société d'investissement à plusieurs qui a un objet social très spécifique. Donc je m'explique. Moi quand je crée des sociétés solo et que je veux faire j'ai l'habitude de faire ça, des choses assez larges. Dedans, je vais mettre Stéphanie & Co peut faire de l'investissement immobilier, du conseil, du jardinage, de la méditation, peu importe. Non, mais en gros, je mets tout. Je mets tout ce qui est possible de faire et puis venez pas m'emmerder. J'ai pas d'objet social. Voilà, je fais ce que je veux. Sur une société comme ça, généralement, l'idée, c'est de créer une boîte dans laquelle mon objectif est de devenir, par exemple, actionnaire de Stéphanie & Co. C'est tout. Et en fait, je n'ai qu'une chose. Et voilà, avec des choses très verrouillées qui sont souvent assez simples, qui font qu'en fait, en termes d'actes de gestion ou quoi, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque de toute façon, je n'ai qu'un objectif dans ma vie en tant que société, c'est de rester là et jusqu'à ce que je me fasse racheter, en gros. C'est ça ? Alors, exactement. Quand tu veux faire un investissement, ce qu'on va créer après, ce qu'on appelle des sociétés d'investissement, quand vous allez être à plusieurs, donc tu vas identifier une opportunité d'investissement dans laquelle tu vas investir, d'accord ? Donc typiquement, une startup qui est en train de lever, elle va émettre des actions, d'accord ? Et donc soit tu y vas en perso, et donc tu vas venir acheter directement les actions. Mathieu Stéphanie, ouais. Exactement, Mathieu Stéphanie, toi, ou avec ta holding personnelle, tu vas venir acheter ces actions-là. Si tu viens faire un investissement en communauté, tu vois, même pour le founder, il n'a pas envie d'accepter 10, 15, 20 personnes à sa cap table. Pour plein de raisons, on pourra revenir dessus. Mais la cap table, c'est dans son actionnariat, sa table de capitalisation. La table de capitalisation, il n'a pas envie d'avoir de nombreuses lignes, parce que ça a plein de sujets de gouvernance. Et puis ces fonds qui viendront plus tard, ils n'ont pas envie d'en voir non plus plein. Exactement. Et donc, ce qui va être intéressant quand toi, tu viens investir en communauté, on va venir créer une société d'investissement regroupant toi et les 10 personnes avec lesquelles tu veux co-investir dans cette opportunité-là. Et donc, ces sociétés d'investissement, on les appelle souvent des SPV, donc c'est des Special Purpose Vehicles. L'idée, c'est vraiment de tu crées cette société d'investissement qui a pour but unique d'investir dans l'opportunité d'investissement que tu as trouvée. D'accord ? Et donc oui, quand tu voyais dans l'immobilier, c'est des choses qui avaient été commencées à mettre en place dans l'immobilier à l'époque, où plusieurs personnes se regroupent, créent cette société d'investissement et investissent et achètent le bien. D'accord ? Et donc, nous, ça va être exactement ça qu'on va venir permettre et mettre à disposition, parce qu'en fait, même si c'est finalement, j'allais dire, assez simple, il va falloir coordonner beaucoup d'acteurs, parce qu'il faut déjà créer la société d'investissement, après il va faire la comptabilité annuelle, il va falloir ouvrir un compte en banque, il va falloir onboarder, donc accepter les différents investisseurs au sein de ce véhicule, et après, une fois que le désinvestissement se fait, il va falloir rembourser tout le monde, etc. Et donc, c'est cette complexité qui fait que beaucoup de gens ne le faisaient pas. Et en réalité, c'est là où on est venu avec la tech productiser tout ça, où en fait, aujourd'hui, en un clic, les gens trouvent l'opportunité et automatiquement, leur société d'investissement est créée et va réaliser cet investissement-là. Allez tester ça sur roundtable.eu. C'est ça. Vraiment, la première fois, c'est, comme disent nos amis anglais, mind-blowing, quoi. C'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on remplit quelques infos et en l'équivalent de 10 minutes. Alors, la société n'est pas créée, derrière, vous le faites, mais on a quand même un club qui est créé avec un envoi de mail potentiel, avec des règles très claires, etc. Et c'est vraiment... quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, waouh, ça va tellement changer ma vie. Parce que tu vois, depuis historiquement, je sais pas, j'en ai déjà parlé aussi ici. T'es pas dans Investalan, toi, non ?
Si, il me semble. Donc voilà, et tu y étais au début ou t'es rentré après? Alors, non, moi je ne suis pas dedans. Hein. Ah, tu n'es pas dedans, mais tu la connais. Oui. Donc Investalan, par exemple, c'est exactement le Friends and Family de Alan, des gens qui étaient là-bas. Et moi, je suis rentré en secondaire, donc j'ai racheté des parts un peu plus tard à des gens qui voulaient sortir. Donc c'est marrant parce que tu peux après avoir des achats-ventes dans le SPV, en fait. Ça, et donc ça, c'est super intéressant. Je sais pas si tu le gères, toi, d'ailleurs. Ça, on le fait très bien. C'est exactement des use cases qu'on fait du secondaire. Après, là-dessus, j'aime bien toujours rappeler un point qui est très important dans le secondaire. Encore toujours avec ce problème d'accès à l'information. Le waterfall. Il faut, déjà le waterfall, mais surtout bien aligner tous les différents parties prenantes. Alors, je veux dire stakeholder, désolé pour tous les anglicismes, mais vraiment toutes les parties prenantes ont besoin d'être bien alignées. Parce que ce que tu veux surtout pas faire, c'est commencer à faire du secondaire sur une boîte où tu vas mettre une valorisation quand le fondateur de la boîte n'a pas envie que certaines de ses actions viennent être revendues à potentiellement un compétiteur ou autre. Donc ça, c'est vraiment de mettre les bonnes parties prenantes autour de la table au moment où tu fais ce type d'opération. C'est des choses qui sont très importantes. Donc on pourrait y revenir aussi, mais quelles sont les vraies do's and don'ts quand tu viens lancer des communautés? C'est dans tous les cas assurer des alignements d'intérêts avec les différentes parties prenantes. Alors voilà, allons-y, clairement. Les do's and don'ts. Qu'est-ce que je dois faire et pas faire quand je fais ça? Parce que en effet, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de gens qui tâtonnent, qui essayent. Il y en a qui industrialisent ça. Il y en a qui, à mon sens, ne sont pas du tout alignés avec leur communauté. Il y en a qui le sont très bien. Pour moi, je vais dire, j'ai deux idoles là-dedans. Tu parlais tout à l'heure d'Angelist. Naval Ravikant est vraiment quelqu'un en termes d'alignement d'intérêt qui est assez hardcore. Et puis un autre qui a écrit The Skin in the Game, Nassim Taleb, qui sont vraiment mes mentors là-dessus. Et d'ailleurs, dans la finance en général, n'écoutez pas quelqu'un qui n'a pas de skin in the game. Si son objectif, s'il prend une commission et qu'une commission, et si jamais vous perdez, il perd rien, en tout cas, vous pouvez l'écouter, mais ça considérer que son conseil n'a aucune valeur. C'est à vous, derrière, de savoir où est la valeur dans tout ça. Comment on fait là-dessus? Quelles sont les bases? Oui, et donc là-dessus, c'est ce que je dis. Enfin, il peut y en avoir des dizaines et des dizaines. Mais si j'aime bien me concentrer sur vraiment, deux points importants. La première, c'est comme tu disais, c'est l'alignement d'intérêts entre la personne qui trouve l'opportunité et les investisseurs qui vont co-investir à ses côtés. D'accord? Ça, il y a plusieurs moyens d'essayer de l'aligner. C'est surtout si, soit par exemple, il y en a qui se disent, juste comme tu vois, c'est un minimum d'investissement qu'il faut atteindre. Donc la personne qui a l'opportunité ne peut même pas investir à titre personnel. Il se dit, on se met à plusieurs ensemble et donc on va pouvoir enfin investir dans cette opportunité-là. Et donc là, les intérêts sont vraiment juste alignés. Il ne va pas se rémunérer en tant que tel. Il y en a quelques-uns, parce que c'est trouver les bonnes opportunités, les analyser, réussir à les partager avec son entourage et son cercle privé d'investissement. C'est aussi du boulot. Et donc, il y en a qui vont chercher une sorte de rémunération, et ce qu'on appelle donc une rémunération en carry d'intérêt. Alors, désolé, c'est un peu technique, un peu anglisé, mais c'est-à-dire qu'on va prendre une partie de la plus-value réalisée derrière. Et là, ce que j'aime bien dans ce type de rémunération, c'est que sur l'alignement d'intérêts, le lead et la personne qui a proposé et trouvé l'opportunité d'investissement ne gagnent de l'argent que si ses co-investisseurs en gagnent. Et ça, c'est vraiment un point important parce que, comme tu le disais, si c'est quelqu'un qui commence déjà à se dérisquer et gagne de l'argent juste d'avoir proposé quelque chose, derrière, le risque de scam arrive de façon très forte. Et le deuxième point, et en fait, tu les as bien préemptés, qui était le skin in the game, c'est là où il faut vraiment aussi quelqu'un qui te dit, je te pousse n'importe quoi et moi, je ne gagne que si tu gagnes, mais en fait, si je perds, je ne perds rien. Ça peut aussi avoir sa limite. Et donc, c'est là où le skin in the game, d'avoir quelqu'un à hauteur de ses moyens qui vient s'investir dans l'opportunité qui est proposée, est un point important. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, si vous rentrez dans une communauté d'investissement et que vous regardez avec la personne, c'est important de vérifier ces deux points-là, l'alignement d'intérêt et le skin in the game. Parce que sinon, on peut vite se retrouver avec un désalignement d'intérêt et potentiellement des scammers. Je vais plonger un tout petit peu dans chacun de ces points. Le skin in the game, donc mettre sa peau en jeu, en tout cas. Récemment, on m'a proposé un deal pour acheter à une grande entreprise, un asset, une plus petite entreprise qu'elle avait racheté, mais qui était jugée plus prioritaire, plus centrale dans sa stratégie. Et donc souvent, il y a beaucoup de grosses boîtes qui bazardent, vraiment littéralement des petites boîtes. Ils se disent c'est non prioritaire.
on n'en veut plus. De temps en temps, ils les donnent à 0 €. De temps en temps, ils vont même te donner un peu d'argent voilà, alors que ça a de la valeur, alors que c'est rentable, etc. Et à chaque fois, tu hallucines. Et quand tu as accès à ce genre d'opportunité, bon. Et là, on m'en expose une. Et puis, pas le fondateur, le dirigeant de cette filiale me dit non, mais c'est un truc de fou. Qui donne ça. Nous, on fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de bénéfices nets tous les ans. Tu te dis, attends, c'est superbe. Ils vont vendre ça 2 millions. Tu te dis, bon, ok, tu vois, t'écoutes. Puis à la fin, je lui dis, mais toi, tu vas mettre quoi dedans tu vois, pour le racheter, parce qu'il voulait des parts conséquentes dans le business. Il me dit, moi, j'ai pas d'argent. Et là, tu vois, il y a un petit voyant qui s'allume tout de suite. Et je lui dis, mais t'as un appartement? Et il me dit, oui. Et tu vois, il me sentait venir. Je lui dis, je sais pas, tu peux faire une hypothèque, tu peux le vendre. Il me dit, ah non, mais ma femme voudra jamais, ou je sais pas. Et en fait, à un moment, tu te dis, attends, il me vend la plus belle opportunité de la vie, le truc qui est sur ceinture, bretelle, etc. À la fin, il va mettre 0. Et il veut que moi, avec ma communauté, j'arrive à mettre 1, 2, 3 millions. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, j'y vais pas. Tu vois, si même il met 100 000, 200 000, pas forcément, mais qui se fait mal, en fait. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour moi. Enfin, tu te dis, c'est pas aligné, c'est l'idée, hein. Oui, alors donc il y a vraiment deux approches, parce que là, cette partie, enfin, en tout cas dans l'exemple que tu me donnes, la personne, si je comprends bien, c'est qu'il était aussi le gérant de cette boîte-là. Oui. Donc lui, il y a potentiellement le fait qu'il investisse du temps, qu'il mette sa carrière de côté, et donc ça peut être une partie de skin in the game. Mais effectivement, surtout quand c'est quelqu'un qui est extérieur à la boîte que tu viens racheter, qui te dit cette opportunité, il faut vraiment l'acheter. C'est moi qui te mets en contact et je vais prendre une partie de la plus-value qui va être faite, mais moi je mets pas d'argent dedans parce que j'ai pas d'argent. Là, il a vraiment 0 skin in the game. Une personne qui est gérante, tu vois, tu as plein de fondateurs, malheureusement, ils n'ont pas l'argent au quotidien. Ouais. Et eux, ils vont apporter leur temps et, je veux dire, leur carrière, etc. Souvent, il faut lui demander de diviser son salaire par 2. Exactement. Non, mais tu vois, enfin... non, mais... non, mais pareil, enfin, non, mais c'est-à-dire que comment tu te dérisques. Et c'est pour ça qu'il y a plein de cordes de rappel pour encadrer les dirigeants qui revendent leur boîte. C'est... On va venir, en fait, tu n'as pas les parts directement, c'est ce qu'on appelle du vesting, ça veut dire qu'ils récupèrent des parts au fur et à mesure, parce que tu veux être sûr qu'ils soient, j'allais dire, bloqués et engagés dans la réussite de la boîte avec toi. Mais c'est pour ça que je sépare un tout petit peu les deux, parce que ça va être important, en tout cas, dans le skin in the game, de regarder ce que la personne va mettre sur la table, et qu'on se dise justement, et je trouve que ce que tu disais était très juste, c'est faut que ça fasse un petit peu mal, d'accord ? C'est-à-dire que si quelqu'un y perd, et que toi, tu perds ton argent, il faut que cette personne-là, il perde aussi quelque chose. D'accord ? C'est vraiment, les deux sont alignés dans un but commun, c'est de réussir à faire fructifier. Après, ça ne marchera pas à 100%, mais en tout cas, que les deux soient bien alignés. Et donc, c'est là où il faut vraiment analyser finement les intérêts de chacun et l'entourage du fondateur, de la personne qui t'a présenté l'opportunité et qui va se rémunérer en tant que tel. On a pas mal de clubs, finalement, aujourd'hui. Alors, il y a je sais pas ce qu'on va mettre comme club d'investissement. Tu vas me dire, tu vois, là, je pense à Side Angels, je pense à peut-être, comment il s'appelle, Baltis, Blast. On a nos amis de Super Capital. On a... alors, est-ce que tous les clubs d'Ilimo, tout ça, on les classe dans tous les Anaxago, WeVest avec qui je bosse, etc. On appelle ça du club deal, ou c'était un peu plus structuré, ça ? Ça peut être les deux à chaque fois. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a deux types aussi de communautés et d'approches. D'accord ? Moi, j'aime bien te structurer un petit peu de ce qu'on peut voir. Il y a des communautés qui vont être quasiment une approche de crowdfunding, d'accord ? Avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le crowdfunding, l'avantage, c'est que justement, ça va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir accéder à une opportunité donnée. Moi, je mets toujours un petit peu de réserve sur les différentes plateformes de crowdfunding parce qu'il y a des sujets de ce qu'on appelle adverse selection. Ça veut dire que souvent, justement, dans les marchés non cotés, comme le sujet, ce qui drive le tout, c'est l'accès à l'information et l'accès à l'opportunité. Le crowdfunding, qui peut très bien marcher dans certaines géographies, en tout cas en France, a montré parfois un petit peu ses limites. Il y a des très belles pépites et il y a des super positionnements. Moi, je réfléchis même à un SoWeFund qui fait du crowdfunding. C'est surtout du crowdfunding marketing. Et là, c'est superbe pour engager sa communauté. Enfin, tu vois, pour venir, quand tu es un fondateur qui vient faire une marque qui est très B2C, si tu as un moyen d'engager
1000, 2000, 3000 personnes de ta communauté qui vont être tes advocates, tes promoteurs, ambassadeurs, c'est magnifique, d'accord? Mais je trouve que voilà, il y a quelques use cases sur lesquels ça marche très bien. Je fais quand même très attention, en règle générale, au crowdfunding, d'accord? Après, tu as les communautés privées, et là-dessus, tu as plusieurs approches, en fait. Quand je te parlais de la thèse d'investissement, tu en as qui se spécialisent par secteur, et donc c'est vraiment, on va se dire, justement, dans la tech, dans l'immobilier, dans la dette privée. D'accord. Aujourd'hui, j'ai des communautés, j'aime bien toujours le dire, mais c'est des family office. Ils se mettent à 10, c'est parce que le ticket dans un fonds de dette privée ou d'infrastructure, c'est 15 millions minimum. Ils se mettent à 10 pour pouvoir augmenter leur diversification et faire plusieurs deals. Donc, tu vois, on a vraiment... Et de l'autre côté, on a des communautés où ils vont mettre 50 000 euros dans une opportunité donnée, où chacun va mettre 1000, 2000, 5000 euros pour pouvoir justement investir. Et donc, tu vois, t'as par secteur. Donc là, ça va être grande classe d'actifs. Après, aujourd'hui, tu vois, tu as l'IA, tu as l'impact, tu as le climat, tu as toutes ces approches-là. Il y en a d'autres qui se regroupent aussi par centre d'intérêt et par thème, par thématique. Moi, j'aime bien toujours, typiquement, en nommer quelques-unes, mais il y a la diversité homme-femme, où Roxane Varza, qui la aide de Station F, a décidé de faire vraiment une communauté pour pouvoir promouvoir la diversité homme-femme. Après, tu as de la diversité qui est aussi plus loin que uniquement homme-femme, qui est la diversité sociale des humains. Avec Paul Lay, c'est ça? Avec Paul Lay, exactement, avec Unider. L'idée, eux, c'est vraiment d'aller investir dans des startups qui sont plutôt dans des banlieues où les gens n'ont pas accès à l'écosystème d'investisseurs qui ont des poches un petit peu profondes naturellement. Et donc, eux, ils viennent vraiment découvrir les pépites dans cet écosystème-là. Et donc, voilà. Donc, tu as plusieurs thématiques de la façon dont tu pourrais regarder différentes communautés. Et oui, en immobilier, on en a aujourd'hui qui se retrouvent dans les marchands de biens. Aujourd'hui, typiquement, il y en a beaucoup qui ont des super opportunités de biens qui sortent sur le marché très rapidement. Ils vont devoir les rénover pour pouvoir les revendre. Et eux, ils vont pouvoir en faire 1, 2, 3. Mais s'ils ils veulent un peu grossir, ils vont accéder à plus de capital avec des communautés. Alors, ce qu'il faut voir, parce que tout à l'heure, je parlais de skin the game pour on va dire, la personne finale, la personne en fait, qui gérait la boîte. Mais là-dedans, c'est comprendre combien gagne qui, quoi, comment. Dans ces communautés dont tu parles là, finalement, si je dois les diviser en deux, il y a celles qui sont un peu plus une infrastructure, qui vont dire finalement, moi, je vous propose plein de deals, je mets pas mon nez dedans, c'est pas mon affaire. Je te vois lever les yeux au ciel, donc je sais pas. Mais en tout cas, je prends des petites commissions. En tout cas, eux devraient, normalement, j'imagine, prendre des petites commissions. Bonnes ou mauvaises, moi, je suis juste, entre guillemets, une infrastructure. Ce que vous êtes, in fine, nous, on est vraiment l'infrastructure. en sous-jacent, mais une infrastructure un peu légale et financière. Et puis, il y en a d'autres qui disent plutôt non, moi, je vous propose des deals, j'y crois à chaque fois, je vous les vends, etc., etc. Et eux, ils ont beaucoup plus de skin in the game, normalement. Et ils doivent, j'imagine, mais ils devraient mettre de l'argent à chaque fois. Voilà. Comment on juge là-dedans? Comment je navigue si je suis nouveau? Alors, deux points. Ce qui est vraiment important, c'est de voir des acteurs qui vont aider des communautés à se structurer et après regarder la personne qui te met en avant son expertise pour pouvoir accéder à des opportunités. C'est vraiment deux choses différentes. D'accord? Tu vois, aujourd'hui, nous, on vient vraiment structurer des communautés, mais c'est pas Roundtable qui trouve les opportunités. D'accord? Ouais. Et donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, la partie infrastructure, enabler de l'écosystème. D'accord? Après, dans les communautés, justement, tu as vraiment les cercles privés. Aujourd'hui, tu vois, on a 300 communautés sur la plateforme. Excuse-moi. On a vraiment des cercles privés. C'est des groupes d'amis entre eux qui vont venir se partager des opportunités en leverageant les expertises de chacun. Sur les plus grandes communautés, on en voit plusieurs. Hein, et comme tu le disais, il y en a... Alors, ce ne sera pas des personnes qui vont te proposer plein de deals sans vraiment les regarder. Parce que dans tous les cas, la promotion d'un deal est quelque chose où il faut pouvoir vraiment l'analyser et pouvoir dire pourquoi c'est une bonne opportunité d'investissement. Et comme je te disais tout à l'heure, il faut vraiment se concentrer sur ceux qui vont avoir une expertise assez forte sur une verticale. La confiance est là et donc tu vas venir investir à leur côté. Et moi, j'aime bien prendre aussi parfois l'exemple, si tu es aussi OK pour qu'on en parle, mais tu vois, la communauté de Mathieu Stéphanie avec OVNI, voilà, justement, je trouve que ça, tu vois, c'est vraiment une super belle... C'est vraiment un très beau mariage, je vais dire. Parce que tu vois, tu as vraiment ce que tu vas pouvoir apporter, ta présence dans l'écosystème et l'accès à certaines opportunités, et l'expertise financière d'OVNI qui va pouvoir vraiment analyser les différents deals
en détail pour pouvoir se dire, bon ben voilà, là aujourd'hui, celle-là, c'est une belle opportunité d'investissement. Et donc c'est vraiment ça où il faut vraiment regarder. Aujourd'hui, on a des communautés qui sont juste, où ils disent, nous, on est une communauté autour du produit. Et donc, ils vont pouvoir regarder d'un point de vue, ils auront toujours aussi des expertises financières qui vont venir avec eux, ils vont regarder le produit et ils vont se dire, bon ben voilà, nous, en tout cas sur cette dimension-là, on peut vous garantir que, il n'y a jamais rien qui est garanti, mais que ça tient la route. Voilà. Et donc après, sur le skin in the game et comment les gens se rémunèrent, encore une fois, tous ceux qui prennent pas de carry d'interest ou de fees, ou qui prennent du carry d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent uniquement s'il y a une plus-value qui est réalisée, je trouve que ça aligne bien les intérêts. Dès qu'on commence à prendre des frais d'entrée, je trouve qu'il y en a où c'est quand même un vrai boulot, donc c'est normal, parce qu'il y a besoin d'animer la communauté, et donc ça peut s'entendre. Ce qui est plus compliqué, quand on commence à prendre, à payer pour voir des opportunités, ça, je trouve que ça désaligne potentiellement les intérêts, mais encore une fois, il faut vraiment regarder au cas par cas, mais c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Donc voilà, il y a, en fait, il faut faire, entre guillemets, un peu un choix entre... Soit je dois payer à l'entrée, mais derrière, il n'y a pas de caride. Soit je dois payer à l'entrée, mais il n'y a pas de fees deal par deal. Soit la difficulté, c'est des clubs un peu fermés où pour investir, tu dois payer des milliers, des dizaines de milliers par an. Puis il y a un fee, puis c'est un peu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. De toute façon, dans le monde financier, ce qu'il faut faire attention, c'est la transparence. Et les différentes couches de fees qu'on peut avoir. Il faut être bien clair de combien on va payer à qui, à quel moment et dans quelles conditions. Voilà. Et donc ça, en tant qu'investisseur, c'est vraiment le besoin. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que c'est fortement régulé. Parce qu'il y a besoin d'une transparence forte, de se dire, voilà, quand quelqu'un investit, il a besoin de bien comprendre ce qui va être payé à l'intermédiaire et dans quelles conditions. Parce qu'à la fois, on viendra sur le business des fonds, mais dans le business des fonds, il y a quand même 2% de fees annuels. C'est ce que tout le monde paye, y compris des gros institutionnels, parce qu'il faut des équipes qui sont fortes, qui ont des frais et qui doivent gérer tout ça. Donc, avoir des fees, c'est pas forcément quelque chose, en tout cas pour avoir accès à aux meilleurs fonds. Et finalement, quand tu vas taper même les meilleurs des meilleurs fonds, je pense notamment à Rentech, Renaissance Technologies. Je sais pas si tu connais leur caride à un moment. Jusqu'où ils sont montés. Je crois qu'ils sont montés jusqu'à 50% de caride, si je dis pas de bêtises. Mais ils faisaient tellement des énormes performances. Donc je vais vous expliquer en 2 secondes le caride. Le caride, ça vient des bateaux qui étaient transportés entre l'Europe et l'Inde dans les marchés d'épices. Et en gros, les bateaux partaient, alors souvent sur les commerces triangulaires comme ça, d'Europe avec un certain nombre de choses, dont souvent un passage en Afrique et quelques esclaves au passage, et revenaient d'Inde notamment avec des épices. Et il y avait un minimum qui était demandé au bateau, comme il partait un peu de manière autonome, au capitaine, et on lui disait, si jamais tu reviens d'Inde avec tant d'épices et que tu réussis à amortir les frais du voyage, bon, bah, c'est bien, tu n'auras rien. Si en revanche, tu viens avec 50%, 100%, 200% et que tu vraiment nous permets de faire exploser ton aller-retour, on va te filer 20% de la plus-value. C'était 20% déjà à l'époque, souvent. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez market practice. Donc, si jamais nous, tous ensemble, on a payé 100 000 euros pour rentrer dans cette boîte et que tu réussis à la vendre 1 million, allez, on va même faire 1 million 100 pour être plus facile. Eh bien, plus simple, tu as gagné 1 million d'euros. Et sur ce million d'euros, toi, tu vas en prendre 20%, donc 200 000. Et donc, ça, c'est une manière potentielle de s'enrichir avec des bons deals alors qu'on n'a pas d'argent, en étant aligné, parce que si jamais je perds, en l'occurrence, alors je ne vais pas forcément perdre les 100 000 que les autres ont mis, mais j'aurais quand même perdu beaucoup de temps et beaucoup de choses. La difficulté là-dessus, c'est quand tu prends des fees trop importants à l'entrée. Tu peux aller jusqu'à combien sur Rentable, ce que tu veux? De toute façon, il y a de tout. Après, mais si tu prends à l'entrée, mettons 8, 9, 10%, à l'entrée, finalement, tu vas dire, oui, non, mais moi aussi, je mets de l'argent dans la boîte. Je mets, je sais pas, vous mettez tous 100 000 euros. Toi, tu prends tes 10% à l'entrée et tu vas en mettre 5 000. Donc, tu vas dire, bah ouais, moi aussi, j'ai mis. Mais en fait, tu as quand même, sur les 10% à l'entrée, gagné 5 000 aussi au-delà. Donc, il faut faire attention à tous ces petits calculs pour être certain que tout le monde soit bien aligné là-dessus. Il y a des market practices, ouais, j'aimerais bien avoir des market practices et ta réaction là-dessus, ouais. Non, mais de toute façon, si je peux réagir là-dessus, c'est vrai que, déjà, pour revenir sur le caride, comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même 2 dimensions. Il y a l'alignement d'intérêt et le skin in the game. C'est comme tu disais justement, c'est un moyen de potentiellement faire beaucoup d'argent, même quand on n'en a pas trop. Faut quand même faire attention à ça, parce que si justement tu as quelqu'un qui vient juste gagner, même que quand le deal a réussi, mais c'est-à-dire qu'il peut aussi, il n'a rien à perdre
Si les deals ne réussissent pas, lui, il a juste à gagner quand ça marche. D'accord ? Et donc, c'est là où il faut quand même faire attention et de regarder comment il s'engage. Alors, tu disais, il a perdu beaucoup de temps et beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même un des points où il faut faire particulièrement attention. Moi, je trouve que le carry, c'est quand même celui qui aligne le plus près. Voilà. Après, il faut regarder l'ensemble, comme tu disais. Et après, sur les frais d'entrée, c'est vrai que là, il faut faire vraiment aussi attention parce que après, c'est du boulot. D'accord ? Et donc, parfois, comme tu disais très bien, dans les fonds d'investissement les plus aussi des tier one, accéder à des bons deals, on dit toujours, on regarde un deal flow de milliers de compagnies pour en analyser, en creuser une centaine et faire 3-4 investissements. Ça se fait pas à la marge. Il faut avoir des gens intelligents là-dedans qui font cette savent sélection. Bien faire, exactement, ça va faire cette sélection-là. Et donc, tu vois, aujourd'hui, cette sélection prend du temps. Et donc, c'est vrai que du temps, si c'est des gens qui dédient leur temps à faire ça, qu'ils soient payés, ça peut bien s'entendre. D'accord ? Mais si on voit justement qu'il y a moins d'analyse, que ça va un peu plus vite et que c'est juste, j'envoie un passé, je partage et je prends ma commission qui dérisque complètement le deal. Parce que quand on prend de l'argent en entrée, ça peut justement totalement dérisquer. Parce que toi, même si le deal fait tapis, tu as fait de l'argent. Donc, c'est là où il faut vraiment toujours bien balancer. En termes de benchmark, on voit plein de choses. Nous, on en a quand même beaucoup qui sont sans frais d'entrée. Sur celles qui se professionnalisent, qui viennent animer leur communauté, avoir des deal flow bien plus importants. Là, on voit des frais d'entrée en quelques pourcentages, d'accord ? C'est toujours unitaire, dans tous les cas. Voilà. Et après, par contre, là où ça, on fait particulièrement attention et qu'en tout cas, on évite, c'est vraiment les gens qui vont prendre des frais d'entrée et le réinvestir et montrer, entre guillemets, un faux skin in the game en disant... J'ai pris, justement, dans ton exemple de sur 100 000, je prends 5% de frais d'entrée, c'est 5 000, et moi, je viens mettre 5 000 au pot. En fait, t'as rien mis. En fait, j'ai mis tes 5 000. Voilà, j'ai mis tes 5 000. Donc, en fait, c'est vraiment un peu un montage où ça, c'est vraiment des choses où il faut faire attention. Voilà, et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est la transparence. Et après, encore une fois, il y a des fois où ça peut bien s'expliquer, mais une fois que tu le dis au deal lead et qu'il arrive à trouver une explication plausible, ça peut faire du sens. Mais voilà. Sachant que moi, quand même, à l'inverse, je suis surpris aussi de dire qu'il y a des gens qui prennent pas de frais d'entrée parce que, ne serait-ce que Roundtable, où les avocats et les gens qui te gèrent, les comptables, etc., en fait, ils te coûtent de l'argent. Par exemple, la gestion d'un SPV sur 10 ans, si je le mets au bas du bas, ça vaut combien ? Nous, c'est 5 000. Mais c'est vrai que c'est 5 000. Tu vois, enfin, le plus bas possible pour Lifetime, c'est 5 000. Mais je différencie ce qui est frais d'entrée et frais administratifs. D'accord ? Il faut vraiment bien dissocier les deux. Il y a des frais administratifs qui vont être payés pro rata de tout le monde et les frais d'entrée qui vont venir rémunérer celui qui apporte l'opportunité. Voilà. Mais tu dis pro rata de tout le monde, typiquement, ça veut dire des appels de fonds après, il y a des gens qui payent plus, il y a des gens qui non, disparaissent. Non, il vaut mieux les faire surtout en deal by deal. Ce qu'on fait, c'est que justement, il y a plutôt un appel upfront, c'est-à-dire qu'on vient l'appeler au début du deal, comme ça, le tout est payé pour la durée de vie. Comme ça, au moins, ça évite d'avoir des problèmes donc justement d'appel de fonds pour quelques dizaines ou centaines d'euros. Et c'est pas dans tes 5 000 à toi, ça ? Alors, c'est 5 000, exactement. Ok, donc si jamais je fais un deal à 1 million avec, mettons, 20 personnes qui mettent 50 000, toi, tu prends 5 000. Alors nous, c'est 1% avec un minimum à 5 000. Donc dans ce cas-là, ce sera plutôt 10 000. Ce sera plutôt 10 000, ok. Et là-dessus, après, derrière, toute la gestion est faite pendant la durée de ce deal. Il n'y a pas un maximum jusqu'à la distribution. Okay. C'est là où je dis exactement. Et derrière, toi, tu prends un caride aussi ? Nous, on ne prend pas de caride. En fait, encore une fois, on se rémunère par rapport à la valeur qu'on apporte. Okay. Donc aujourd'hui, c'est surtout de la structuration. Donc on prend des frais de structuration. D'accord ? Quand on fait, si on fait de l'apport en capital, enfin, ça, c'est pas notre rôle aujourd'hui, mais s'il y avait eu de l'apport de capital, ça peut être des choses où un apport d'opportunité, ça peut être des choses où on pourrait se rémunérer en caride. Donc, ouais, on va dire que finalement, en dessous de 500 000 euros, où tu es à peu près à 1%, exactement. Très vite, il faut quand même prévoir les frais de Roundtable et les frais techniques sur lesquels ça va vite être 1, 2, 3, 4, 5% si c'est 100 000. Quoi. C'est ça, 100 000, ça monte à 5%. Moi, je trouve que à partir, moi, ce que j'aime bien dire, on voit différentes communautés, comme je disais, les plus petits deals vont même jusqu'à une cinquantaine de milliers d'euros. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si tu veux investir à 10 personnes dans une opportunité donnée, arriver avec une seule ligne, donc avec un seul véhicule d'investissement, si tu viens le faire tout seul, tu vas devoir chaque année, après, payer le comptable, payer la banque, etc. Et donc, les frais sont même bien plus importants que les 5 000. C'est tout le but. Et donc, si tu veux quand même faire des deals à 50,
Bon, moi, je trouve que la limite est vraiment à ce niveau-là, parce qu'après, ça veut dire qu'il y a quand même 10% de frais de structuration. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ton opportunité, enfin, ton investissement soit quand même particulièrement rentable pour commencer à faire des plus-values. Mais tu vois, aujourd'hui, on en a quand même beaucoup qui descendent à ce niveau-là. Bon, je trouve que le 100 000, c'est le bon ratio. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Je veux dire, par exemple, demain, je suis, je sais pas, un boucher de 50 ans, je connais bien mon univers, etc. Et je voudrais accompagner 10 nouveaux bouchers à Paris pour ouvrir leur boucherie. Et je connais les emplacements, tu parlais de thèse, par exemple. Et je vais dire, bon, ils n'ont pas d'argent. C'est des jeunes qui ont bossé 5, 6, 8, 10 ans. Je les ai spotés. Je vais les accompagner et je vais leur donner 100 000 € à chacun pour ouvrir une boucherie en échange de 20% de leur capital, par exemple. Capital, tu vois. Et ça, c'est complètement possible. Et en fait, je peux faire le club deal pour ces 100 000. Exactement. Et le club deal, ça va être des personnes autour de toi qui vont te faire confiance sur ta capacité à trouver les bonnes opportunités dans ce secteur-là. C'est vraiment toujours la même chose. Nous, vraiment, encore une fois, on n'est vraiment pas du crowdfunding, parce que de toute façon, sinon, dire que, tu vois, il faudrait analyser le deal en détail et pouvoir l'ouvrir largement, et avec le risque d'adverse selection, comme je te disais tout à l'heure. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des cercles privés qui vont venir se concentrer autour d'expertise. Et donc là, quand tu me disais le boucher en question, s'il a l'expertise financière qui va avec son expertise sectorielle de savoir trouver où bien placer les futures boucheries, et qu'il a son entourage, parfois ça peut être la famille, de toute façon ça existe déjà depuis longtemps, c'est ton entourage, ta famille, tes amis avec lesquels tu es autour, qui te font confiance, parce qu'ils savent que tu as réussi à avoir des belles opportunités, qui vont te faire confiance et mettre à disposition leur argent pour co-investir avec toi dans ces opportunités-là. Donc oui, c'est des choses qui peuvent être faisables. Après, moi, je dis toujours, il faut faire très attention, c'est des cercles privés, d'accord, d'investissement. Donc, le boucher en question, nous, on ne va pas pouvoir demain aller sur une plateforme de crowdfunding et dire, voici mon opportunité à tout le monde. Parce qu'il y a quand même désolé, ça va être un tout petit peu technique, mais il y a quand même, la régulation est forte, et donc c'est là où le cercle privé, où c'est un cercle d'amis qui investissent ensemble, comme tous ceux qu'on vient de mentionner depuis tout à l'heure, ça fait du sens. Si tu veux commencer à communiquer de façon large et faire deux choses, soit du conseil en investissement, et là, il faut avoir des licences et des régulations pour pouvoir le faire. Et heureusement, j'allais dire, parce que le problème, c'est qu'on en voit beaucoup, et peut-être moins dans la tech ou le private equity, mais dans d'autres types de verticales, où il y a des gens qui se découvrent les meilleurs coachs et qui commencent à prendre beaucoup de fees et qui font du conseil en investissement alors qu'ils ne sont pas du tout régulés pour le faire. Heureusement, il faut les protéger. Donc, c'est cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est vraiment ce qu'on appelle la gestion d'argent pour compte de tiers. C'est quand les gens te font confiance et te donnent l'argent pour l'investir. D'accord, il faut que chacun prenne sa décision d'investissement. D'accord, sinon, c'est on gère un fonds d'investissement. Et ça, c'est des régulations qui sont particulièrement lourdes à IFM que nous, justement, on gère aussi. Alors voilà, je voudrais y venir aussi juste après, parce que là, quand on parle mais d'investissement communautaire, on parle de deal by deal, c'est-à-dire que potentiellement, je peux pas dire, regardez, moi j'ai plein de super bons deals, donc j'ai cette start-up que j'ai fondée, je sais pas, j'ai Alvo, j'ai WeVest, j'ai Roundtable, j'ai tout ça. Venez, donnez-moi 10 000 € chacun, et puis je vais investir dans plein de ces boîtes-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un fonds. C'est ça, exactement. Et ça, c'est des régulations encore plus lourdes. Okay. Parce que qu'est-ce qui vient faire vraiment la différence entre une approche en deal by deal ou une approche de fonds? C'est l'investissement, la gestion d'argent pour compte de tiers. C'est-à-dire que dans l'approche deal by deal en communauté qu'on discute depuis le début, c'est-à-dire que toi, Mathieu, tu trouves une opportunité, des gens autour de toi te font confiance, donc là, c'est toi avec OVNI, ils vous font confiance sur l'analyse que vous avez pu faire, et donc ils vont venir investir avec vous, mais en fait, ils voient l'opportunité et décident d'investir dans cette opportunité identifiée. De l'autre côté, quand justement, ils viennent te donner de l'argent et que c'est toi qui vas prendre la décision tout seul d'investir en plusieurs, c'est des choses qui sont fortement régulées au niveau européen, au niveau français, après dans chacun des pays, donc c'est la régulation qu'on appelle AIFM, qui est gestionnaire de fonds d'investissement. D'accord ? Et ça, c'est vraiment des points importants où on voit, nous, beaucoup de communautés, j'allais dire, c'est presque naturel, des communautés qui commencent en cercle privé en deal by deal. Et une fois que la confiance de leurs co-investisseurs monte, au bout d'un moment, eux, ils viennent prendre la licence. Et nous, c'est quelque chose qu'on vient aussi mettre à disposition pour permettre à des gens de lancer leur fonds d'investissement. Ils lancent leur fonds d'investissement. Et là, par contre, ils ont le pouvoir pour pouvoir investir dans plusieurs opportunités. Je peux créer mon fonds d'investissement sur Roundtable. C'est ça. On en parle juste après. Non, mais ça sent. Et tu vois, c'est là où tu viens le faire avec ta capacité à lever de l'argent
aujourd'hui. Trop bien. Évidemment, j'ai toujours l'esprit un peu twisté, moi. Donc, je me dis finalement... la semaine dernière, j'ai rencontré un type que j'adore, qui bosse avec un autre type que j'adore, qui s'appelle Clément Lamolinerie. Tu connais Clément ? Donc, financière Saint-James. D'ailleurs, spoiler, qui va peut-être un peu se passer des choses bientôt. Et il est sur GVA. Tu connais GVA ? Et donc, avec... là, c'est un fonds de fonds. Donc, le fonds de fonds, c'est quoi ? Là, on vient dans vraiment des sphères un peu plus compliquées. Mais moi, j'ai adoré leur approche. C'est qu'ils permettent d'investir dans des méga fonds américains, dont certains, que je dise pas de bêtises, Andreessen Horowitz, peut-être pas Sequoia, mais pas loin, le fonds de Peter Thiel, et beaucoup moins gros aussi, mais dont certains ont fait des x17, voire x40, enfin des trucs de malade, tu vois, qui sont totalement inaccessibles. On peut pas investir dans ces fonds si tu es un Français lambda, et puis encore plus si tu n'as pas plein d'argent. Pour investir dans GVA, donc vous pouvez les contacter de ma part, mais il faut quand même avoir... Je sais plus si le ticket est de 100 ou 500, mais c'est beaucoup d'argent. À un moment, je me dis, non, mais attends, moi, j'aimerais bien retailiser un peu ça et dire, bon, le problème là-dessus, c'est que tu fais une succession d'intérêts, parce que Andreessen Horowitz a lui-même des fees qui doivent être de 2% par an et 20% de carried. GVA, alors là, comme c'est un fonds de fonds, souvent les frais sont moins élevés. Ouais. C'est plus exactement, tu vois, c'est là où c'est market practice, tu l'as dit toi-même, c'est indice. Donc c'est 1% de frais annuels parce qu'il y a moins de gestion et 10% de carried. Mais moi, si je retailise ça, à un moment, je vais remettre encore quelques pourcents, 1, 2, 3 pour accéder à ça et probablement un petit carried. Donc à chaque fois, ça gratte un peu. Mais là, en fait, est-ce que c'est considéré comme rentrer dans un fonds ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que finalement, moi, je dis, je fais un SPV, une société unique, je rentre dans une autre société qui est un fonds, mais je fais pas de sélection moi-même. Donc, est-ce que ça c'est quoi la loi là-dessus ? Oui, alors là-dessus, c'est ce qu'on appelle des feeders. En fait, c'est des véhicules d'investissement avec un sous-jacent qui est un petit peu particulier, parce que le sous-jacent, au lieu d'être une opportunité, ce qu'on appelle en direct, donc une start-up, un bien immobilier donné ou quelque chose, l'opportunité sous-jacente, c'est un fonds d'investissement. D'accord ? Et donc là, il faut savoir qu'il y a quand même quelques contraintes. Je crois qu'on en parlait, je ne sais plus si on était on-air ou non, mais l'idée, c'était de se dire qu'on va pouvoir venir réutiliser de l'investissement dans des fonds d'investissement, d'accord ? Mais il y a quand même des tickets minimum à 100 000 euros, souvent, parce que le fonds sous-jacent, lui, a des contraintes légales de commercialisation, parce que ça, le fonds, comme c'est quelque chose qui est encore... C'est de la délégation de gestion d'argent pour compte de tiers, comme je disais tout à l'heure. C'est très encadré. Et en Europe, heureusement, on vient protéger les retails. Et donc, ce qui fait, c'est qu'on vient mettre des tickets minimums d'investissement légaux et non pas commerciaux. Et donc, le feeder, la société d'investissement que tu vas pouvoir créer au-dessus, va devoir respecter ces contraintes-là. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que, oui, tu vas pouvoir retailiser avec un minimum quand même, qui est la contrainte du sous-jacent. Après, sur ce que tu disais sur l'enchaînement et les surcouches de fees, ça, c'est vraiment le vrai point important. D'accord ? Parce que c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est la transparence. Il va falloir être très clair de quelles sont les couches de fees, et c'est là où l'approche financière de quelqu'un qui va pouvoir le proposer va être importante. Pourquoi ? Parce que quand tu vas regarder justement les surcouches de fees, il faut faire quelques scénarios pour se dire dans quel scénario je peux espérer commencer à gagner quelque chose. D'accord ? Et ça, je pense que malheureusement, aujourd'hui, peu d'éducation financière est faite. Et donc, c'est important de continuer dans cette éducation globale parce que c'est pas très compliqué. C'est des formules mathématiques assez simples. Mais de se dire, est-ce qu'il faut qu'un Andreessen Horowitz arrive à justement faire un x2 au global pour pouvoir commencer à sortir quelque chose avec les frais d'entrée qui ont été pris, les management fees et de carried ? Voilà. C'est ces types de calculs qu'il faut réussir à faire pour pouvoir se faire une bonne image. Et souvent, moi, ce que j'aime voir, c'est justement quand les deal leads viennent aussi éduquer, j'allais dire, en disant voici un petit peu les scénarios. Ça permet de donner des ordres de grandeur à leur entourage privé pour pouvoir naviguer un petit peu plus facilement. Parce que le garanti du garanti, sinon on aurait tous fait de la crypto quand tout le monde disait c'est sûr qu'avec cette ICO, on va faire x10 et c'est sûr et certain, allez, c'est garanti. Il n'y a rien de garanti dans l'investissement, malheureusement, sinon on ne serait pas là. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment un des drapeaux rouges qu'il faut mettre en avant. Tu parlais des deal leads. Moi, c'est vraiment quelque chose que je travaille avec mes associés, notamment chez OVNI. Et tu vois, en faisant un épisode comme celui-ci, l'objectif, c'est aussi de tout expliquer. Si je dois expliquer jusqu'au bout notre vision dans ce qu'on fait, tu l'as su parce que j'ai un peu tâtonné avec vous au début sur Roundtable.
Mon idée, c'était de dire j'investis, tu vois, des sommes à 6 chiffres dans OVNI, dans lequel pas mal de personnes de mes communautés, auditeurs, même aussi d'ailleurs pas mal d'invités de Génération Do It Yourself et de la Martingale sont venus avec nous. Il reste encore un tout petit peu de place, mais souvent des investisseurs professionnels, parce qu'on parle d'un fonds et que les montants sont minimum de 50 à 100 000 euros. Je crois que c'est 50. Donc on est sur un profil très spécifique avec ce qu'on appelle un KYC d'investisseurs professionnels. L'objectif de ce qu'on fait avec vous et Roundtable dans la communauté, donc je mettrai le lien, Mathieu Stéphanie OVNI, là-dessus, c'est dire nous on est capable de vous proposer des deals, en plus en deal by deal, à côté de ce que fait OVNI. Donc si jamais vous perdez, moi je perdrai aussi et ça me piquera dans mon portefeuille. Si jamais vous gagnez, je gagnerai un peu plus parce que je vous ai proposé des opportunités qu'on a bien travaillées, bien peaufinées. Vous n'êtes pas rentré dans le fond, mais je vous propose autre chose. Et je vais aller jusqu'au bout là-dessus. La difficulté qu'on trouve de temps en temps dans OVNI, c'est que notre principale problématique sur les deals les plus hautes, dans OVNI, je parle du fond, pas dans les club deals, c'est de rentrer. C'est que les deals les plus hautes, on se bat, on joue des coudes avec justement les Andreessen Horowitz, les Sequoia, les Index Venture et les plus gros fonds européens et mondiaux, dans lesquels, en fait, quand il y a un fonds avec quelqu'un qui est super bouillant, avec une idée qui est super bouillante, avec déjà quelques clients, tout le monde veut y aller. Et nous, on cherche des allocs et on dit, bon, moi, je veux mettre 1 million là-dedans. Ils disent, non, tu n'auras pas 1 million, tu auras 500 000. On dit, si, moi, j'étais là avant, je veux... Et on se bat. Proposer en plus un cup deal qui va donner un peu de visibilité à ce qui se passe dans la tambouille interne, ça leur plaît pas trop. Donc souvent, on a du mal sur cela à proposer des club deals. Ce qui veut dire quoi ? C'est que c'est pas toujours les deals les plus bouillants. Et c'est aussi ça qu'il faut voir dans les club deals souvent ou dans les grosses plateformes. C'est pas toujours le cas. Je prends des pincettes aussi. Mais c'est que... souvent, tu as les deals de merde. Parce qu'en fait, les plus chauds, ils sont réservés à l'élite, à tous les professionnels. La culbute qu'on essaie de prendre avec, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je vais jusqu'au bout de la transparence là-dessus, mais avec OVNI, c'est dire, souvent, quand on est rentré dans un deal assez tôt, on n'a pas forcément pu vous faire rentrer, mais quand il y a le deal, un follow, et qu'on rentre en série A, on peut avoir une alloc, et nous, on ne va pas forcément tout prendre. Donc, vous allez rentrer à une valo qui est plus de 3 millions, mais qui est de 10. Mais nous, on va remettre encore au pot là-dessus, et vous pouvez venir à nos côtés avec nous. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a. Ou alors des deals qui sont hors thèse, mais ça, c'est aussi un peu plus dodgy, parce que nous, on n'y va pas forcément. Mais en revanche, on pense que c'est des bons deals, et on les propose. Oui, alors là-dessus, il y a vraiment plusieurs points dans ce que tu dis. Hein. Il y a déjà le type de communauté, parfois des communautés de co-investissement. C'est vrai que ce qui est un petit peu parfois plus compliqué, c'est justement de dire il faut aussi qu'on ait une allocation. Alors là, il y a du skin in the game au plus haut niveau, et c'est ça qui est beau. Mais justement, c'est vrai que peut-être le drawback qui va avec, c'est de se dire il y en a où il faut quand même, dans tous les cas, qu'on y aille. Donc, comment on peut réussir à avoir une allocation supplémentaire ? Ça, là-dessus, je sais que pour en avoir aussi un peu discuté avec OVNI et autres, l'idée, c'est aussi de se dire comment tu prends des allocations plus importantes au début, qui te permet, même si tu es raboté d'une manière ou d'une autre, pouvoir proposer quand même les deux. Ça, c'est vraiment aussi une approche qui te permet justement de garder cet alignement et de proposer à ta communauté de co-investissement de pouvoir rentrer même dans les deals les plus hautes, d'accord ? Après, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que moi, je vois aussi beaucoup de communautés qui ont justement des spécialités aussi tellement fortes, dans d'autres qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit aussi que les founders, et même les founders avec des arrivées de fonds, et justement, comme tu les appelles les plus hautes, ne cherchent pas uniquement du capital. Et donc, en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit une trend des communautés exploser, c'est parce que les founders, en plus de chercher du capital, cherchent un accès particulier, cherchent des expertises. Et donc, justement, avec ces communautés qui sont plus spécialisées, ça leur permet de se dire, quand je prends aujourd'hui, je donne l'exemple d'un Moza Angel, qui est une communauté centrée sur le produit, quand on vient pouvoir faire rentrer Moza Angel avec un ticket plus petit dans l'ensemble du tour qui est très très haute, et l'avantage, c'est que derrière, je vais avoir des dizaines d'experts produits qui vont venir m'aider parce que c'est l'élément clé. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus arriver. C'est vraiment ces communautés un peu hyper spécialisées sur des verticales, que ce soit RH. Aujourd'hui, moi, j'aime bien aussi voir un peu, mais vraiment, c'est un peu un exemple comme toi aussi, c'est qu'on a plein de personnalités sportives, parfois, qui sont en train aussi de pouvoir donner leur notoriété, leur visibilité, d'accord ? Donc des personnages publics qui décident
même s'ils ont moins d'éducation financière, de s'associer, un peu comme ce que tu as fait avec OVNI, avec des experts financiers, pour pouvoir justement dire, quand vous faites rentrer une ligne de notre fonds ou de notre communauté d'investissement, aujourd'hui, vous avez en plus de ça potentiellement une exposition médiatique qui va pouvoir arriver. D'accord ? Et donc, tu vois, en plus du capital, les gens parfois maintenant viennent aussi chercher d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est important de continuer à développer, c'est de pouvoir mettre aussi en avant l'expertise. Et donc là, parfois même dans les deals les plus hautes avec les plus grands, et pourtant on en voit beaucoup. T'arrives à trouver tu vois. Ok. C'est vraiment hyper intéressant. J'espère que ça vous plaît. C'est parfois un peu technique, mais pour moi, c'est vraiment des choses, et on a tout dit ce que j'ai appris ces dernières années. Je reviens sur tes 3 points très importants. La thèse d'investissement. Je prends des exemples. Sur OVNI, c'est donc deep tech, early stage, on va dire à vocation mondiale. Donc, deep tech, c'est vraiment des technos qui sont vraiment assez solides et des choses très innovantes, avec un objectif d'avoir un marché mondial. Ça, c'est très important. Donc, des boîtes qui sont que françaises, typiquement, on n'y va pas, ou des boîtes qui sont pas très innovantes, on n'y va pas non plus. Une gouvernance, tu le disais, qui fait rentrer les deals, qui les analyse, etc. C'est très clair. Moi, je participe à les faire rentrer, je participe à faire rentrer les investisseurs. C'est pas moi qui les analyse, c'est pas moi qui choisis dans lesquels on va. C'est pas mon métier. C'est le métier d'Arnaud, Laurent, de Thomas et d'Augustin Sayer. C'est vraiment eux. Et puis l'animation de la communauté, ça c'est un peu moi, beaucoup moi. C'est eux aussi, mais voilà, on le fait très bien. Et donc on a vraiment quelque chose de très clair là-dessus, avec des frais qui sont toujours très explicites. Essayez de faire ça et de demander ces exercices à tout le monde autour de vous. Si les gens vous mettent en confiance, si vous savez que vous êtes bien, allez de l'avant, quoi. Je pense que c'est intéressant. Et je voudrais aussi et surtout dire, moi, j'aurais aimé avoir cet outil Roundtable beaucoup plus tôt, parce que tu vois, moi, j'ai toujours été le champion pour connaître. Moi, ici, là, tu prends juste la place devant. Je connais 2 gardiens, le boulanger, etc. Donc, en IMO, j'avais toujours des super bons deals, des choses dans lesquelles j'avais pas les moyens de rentrer, etc. Et pouvoir dire, regardez, les gars, on peut faire ça. On n'a pas de temps de parler d'IMO que ça, mais dans cette start-up, venez, on y va à plusieurs. Moi, j'ai pas beaucoup à mettre, mais en revanche, si on fait une plus-value, ça aurait changé ma vie. C'est ça. Mais quand on parle beaucoup de start-up, mais l'immobilier, c'est la même chose. C'est vraiment des mondes et les marchés non cotés, les marchés privés, comme on parlait tout à l'heure. C'est ça, c'est un game, c'est un jeu de trouver l'accès, de savoir l'analyser et d'apporter le capital. Et moi, mon edge, c'était un peu l'entre-gens. Pardon, ma spécialité, c'est ça. Mais comme tu l'as dit, tu parlais de Moza. Réfléchissez-vous tous, quelle est votre spécialité à vous ? Dans quoi vous êtes super fort ? Tu parlais de la Moza, c'est des gens qui font de l'expérience utilisateur, du produit, qui sont très forts là-dessus. Il y en a d'autres qui vont être très forts. Je parlais, mais moi, mon univers, je sais pas, moi, c'est les vétérinaires, ou ce sont les vétérinaires, voilà, ça qui est beau. Je te disais, les boucheries, ou peu importe, des endroits où il y a des besoins marchés importants. Je suis cardiologue, je vais aider pas mal de copains à ouvrir leur truc avec un playbook très clair, et puis je vais vous proposer des deals, c'est chambé, quoi. Donc, et puis ça peut intéresser d'autres gens qui ont confiance en vous, qui connaissent moins le marché, mais qui ont de l'argent, par exemple. C'est ça. Et vraiment, de toujours bien, surtout dans le monde de l'investissement, je reviens juste quand même sur ce point-là, mais c'est toujours bien combiner l'expertise métier et l'expertise financière. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même aussi faire attention à cette dimension-là. Je préfère quand même toujours bien le répéter à tout le monde. Il faut voir justement, à savoir analyser pour un bon deal. C'est quand même la clé angulaire, financièrement parlant, qu'on arrive à bien y retrouver ces petits, et essayer de maximiser cette approche du 80-20 vers plutôt un peu plus de 20 que de 80 deals qui ne réussissent pas. Donc on peut essayer de faire sa communauté sur Roundtable, gratuitement, sans l'envoyer, sans la lancer. On crée son compte. Tu peux faire un truc pour les gens qui créent, je sais pas, avoir un petit cadeau bonus pour les gens qui créent une communauté et qui se lancent vraiment grâce à la martingale, ou pas ? Oui, de toute façon, après, aujourd'hui, la communauté, comme je disais, c'est gratuit. Donc, de toute façon, il faut vraiment venir, commencer à collecter ensemble. Et après, nous, ravis sur les premiers deals qui vont être faits, de pouvoir faire un petit cadeau bonus pour les gens qui viennent de la martingale, qu'ils arrivent à bien le mentionner. Ouais, 1 000 et comme ça... Alors sur 5, ça fait déjà 20%. 20%, ouais. On pourra faire un one-off. Souvent, moi, ce que je fais, c'est je peux faire jusqu'à 10% pour un one-off pour le premier. 10% de remise. Exactement, qui peut venir. Nous, on est plutôt dans une politique zéro discount, parce qu'on est déjà, on prend beaucoup de fric. Mais c'est vrai qu'on vient justement faire, pour la martingale, on peut faire pour les premiers deals des personnes. Une fois qu'ils le mentionneront bien, on pourra faire pour les premiers deals 10% de discount sur leur premier SPV. Ok, allez-y, gardez un goût de karma, faites-le.
Je rappelle, hein, vous avez le droit de perdre en fait quand on fait un club deal. Tant que vous êtes transparent. Vous allez perdre. Je vais même le dire autrement. C'est que vous allez perdre. Vous allez perdre. En revanche, c'est même sinon. Quand on gagne et quand voilà, et c'est aussi en faire beaucoup, être très actif. Mais voilà, et le faire à plusieurs, c'est vraiment très cool. Et puis ça permet de plus de diversification. Exactement. Si vous aviez 10 000 à investir, si vous le faisiez tout seul, vous auriez mis sur un deal. Dans une communauté, vous pouvez faire peut-être plusieurs deals en investissant finalement la même somme au total. Voilà. Un vrai moyen de s'enrichir si on n'a pas d'argent, mais qu'on a la connaissance, selon moi. Est-ce que tu as un petit péché, une martingale à toi, Evan ? Non, moi ce que je dis, c'est que ce que je dis toujours, c'est vraiment la partie diversification qui est vraiment important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait vraiment lancé, c'est double down sur les dimensions sur lesquelles vous connaissez très bien, mais allez bien vous entourer des personnes qui sont experts dans certaines verticales pour pouvoir diversifier votre portefeuille et avoir un return plus important. Donc moi, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on connaît, on double down et on vient vraiment diversifier avec son entourage et son network. C'est le plus important, c'est de transformer son réseau en une communauté d'investissement. En opportunité. Exactement. En quelques mots, pour comprendre, et des micro-questions, il y a des communautés publiques que je peux rejoindre ? Alors, peut-être en quelques mots, justement, la plupart des communautés sont privées, d'accord ? Ouais. Vous pouvez lancer votre communauté privée. Nous, sur Rentable, on autorise certaines aussi communautés, comme comme la tienne avec OVNI, de devenir publiques. Et donc ça, c'est parce qu'on a fait un certain nombre de deals ensemble. Vous êtes des personnes qui avaient justement bien analysé l'intérêt et skin in the game, comme on en disait tout à l'heure. Et donc, on autorise ces communautés-là à devenir visibles. Et donc, l'ensemble des investisseurs peuvent postuler pour rejoindre ces communautés. Il faut qu'on les valide à l'entrée. Donc. Voilà, exactement. Donc, c'est le leader de la communauté qui valide l'entrée des nouveaux entrants. Voilà, qui va apporter soit une nouvelle expertise, soit du capital. Mais c'est vraiment cette dimension-là. Et aujourd'hui, on en a une dizaine et on a un nouveau batch qui est en train d'être release. D'accord. Avec quel type de personnes ou quel... On a différentes dimensions, encore une fois, soit des thématiques, soit on a aussi des personnalités plus publiques qui veulent s'entourer. On pourra les mentionner plus tard, mais justement, c'est des personnalités publiques qui viennent s'entourer et faire du partenariat avec des experts financiers pour pouvoir proposer des opportunités d'investissement très intéressantes. Tu as une newsletter Roundtable sur laquelle tu envoies ces infos ? Ouais. Oui, exactement. Parce que quand vous vous connectez sur Roundtable et que vous vous renseignez, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et comme ça, on te suit sur LinkedIn sinon ? C'est ça. Evan Testa, T-E-S-T-A. Et puis, merci pour tout ça. C'est vraiment passionnant. Moi, je trouve que y a un vrai truc à jouer là-dessus. Parfois, je me dis, à chaque fois que je te vois, même, attends, 5 000 € ou 1%, comment tu vas gagner de l'argent ? Il faut vraiment avoir des gens qui font beaucoup, beaucoup de deals. On a fait 300 millions d'investissements l'année dernière. Donc, on a fait 300 millions. 600 deals en un an. 300 millions, donc 1%, ça fait 3 millions quand même. Après, ça a des fees quand même importants derrière à gérer, mais ouais. Ok, j'ai peut-être bien fait de rentrer dans Roundtable. On verra ça dans 5 ans. Merci à vous tous. J'ai beaucoup de chance, j'ai un peu débordé là-dessus, mais pour moi, c'est un sujet qui mérite vraiment beaucoup d'attention parce que c'est assez nouveau, ça n'existait pas avant. Ça se faisait vraiment que pour les experts qui créaient des sociétés, des sociétés, des SPV, comme tu disais. Et vraiment, là, ça se répand. Avec un épisode comme ça va pouvoir se répandre encore plus. Je vous en supplie, faites pas de conneries en faisant ça, arnaquez pas les gens. Soyez good karma. Parce que en fait, ça fait que de la régulation en plus, ça fait que des gens qui enfin, de la réputation, et voilà. On peut en faire facilement des scams, des choses comme ça, mais enfin, en revanche, vous le ferez qu'une fois dans votre vie, alors que si vous avez un bon karma, vous allez attirer beaucoup de gens qui vont venir avec vous. Et voilà, et puis, envoyez-nous vos bons deals, et puis rejoignez-nous sur nos communautés aussi. Merci, Evan. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Allez, bisous, à la semaine prochaine sur La Martingale. Salut.